Donc, aujourd'hui, j'essaie de faire un peu de survol sur les méthodes de simulation avec le système, disons, downscaling, raffinement de l'échelle. Disons, ce sont des méthodes qu'on a développées à Environnement Canada. Donc, ce ne serait pas, disons, revu, disons, dans le sens beaucoup plus large. Par contre, les méthodes utilisées dans les autres centres sont plus ou moins similaires à ce qu'on a utilisé. Donc, il y a quand même une utilité de cette revue-là. Après la revue, je vais présenter un petit résumé de ces trois méthodes, avantages et désavantages. Et finalement, je vais terminer, disons, la présentation avec quelques pensées, quelques réflexions sur la recherche future. Bon, si on parle des besoins pour l'industrie éolienne, eux, ils veulent savoir, disons, quelle est la meilleure place pour mettre les turbines, ou après installation de fermes éoliennes, ils veulent savoir la prévision pour mieux opérer leur ferme éolienne. Donc, essentiellement, si on parle d'énergie éolienne, ça c'est plutôt, il est proportionnel à la densité de l'air. Et le A, c'est la superficie balayée par les palettes de turbines. Et évidemment, ça, c'est proportionnel à la vitesse du vent au cube. C'est pour ça que pour nous, on pense que les paramètres primaires, ce serait la vitesse du vent. Disons que les autres paramètres sont importants, mais plutôt d'importance secondaire. Par exemple, la densité de l'air, température, humidité et surtout l'intensité de turbulence. Ça, c'est plutôt du point de vue de l'opération parce que les turbulences ne peuvent pas fonctionner correctement si l'intensité de turbulence est trop élevée. Et aussi, pour les pays au nord, comme le Québec ou le Canada en général, le chiffrage, c'est important. Parce que pour les pays chauds, il n'y a pas de problème. Ça, c'est aussi un paramètre dont on a besoin de réfléchir. Comme j'ai mentionné qu'il y a plusieurs méthodes générales pour faire la cartographie éolienne. Je mets le texte en gris, ça c'est la première méthode, c'est basé sur les observations. Ça, ce n'est pas le sujet que je vais présenter ici. La carte en haut à droite, ça c'est la première carte éolienne au Canada, publiée en 1992. Ça, c'est basé sur les observations. Comme vous pouvez voir que bon, ça, c'est quelques lignes. Ça nous donne à peu près une idée où est-ce qu'il y a des vents forts, mais ça n'aide pas à décider où est-ce qu'on va mettre les turbines. OK, donc moi, je vais, disons, présenter, faire un survol plutôt, les trois méthodes qu'on a développées à Environnement Canada. Donc, c'est pour ça que on se limite sur les méthodes qu'on a développées. La première méthode est appelée statistique, raffinement, disons, réduction de l'échelle avec les méthodes statistiques et dynamiques. Ceci dit, on mélange la méthode statistique avec une modélisation dynamique. La première étape, ce serait de compresser les données. Par exemple, si on a une longue série de données, les réanalyses ou les modèles, disons les sorties de modèles de climat. On essaie de classer
classifier les, les temps euh, dans, dans des classes ou des patrons de weather pattern, je sais pas, de, du temps typique pour une région. Par exemple, si c'est la dépression ou anticyclone, ce genre de choses-là. Donc, on essaye de définir disons, du temps typique pour une région. Après, on va compter le nombre de fréquences pour chaque type du temps. Et pour chaque type de temps typique, on fait une simulation à, à méso-échelle pour, pour obtenir une réponse à haute résolution avec le forçage à grande échelle et le forçage de surface à haute résolution. C'est ça qu'on essaie de chercher, disons, une solution stationnaire. Après, on fera une statistique pour trouver, disons, le vent moyen ou la distribution de la vitesse du vent. Ça, je vais entrer en détail. C'est pour ça que notre logiciel qu'on a développé, c'est appelé WEST, Wind Energy Simulation Toolkit. Il a inclus les 5 composants que j'ai parlé tantôt. Ça, c'est, disons, une illustration graphique. Disons que notre base de données elle provient de NCEP et Analysis. On a utilisé les données parce que la méthode a été développée en 2001. Donc, on a utilisé les analyses de 1958 à 2000. Donc, pour la classification, on a utilisé le vent géostrophique parce que ça, c'est le gradient de pression. Essentiellement, on pense que ça, c'est le paramètre le plus pertinent pour représenter l'échelle à grande, les phénomènes à grande échelle. Donc, on a divisé le vent géostrophique en 16 directions, donc 16 cadrans. Et dans chaque cadran, on divisé la vitesse du vent en 14 classes. Et de plus, on a regardé un peu le changement de gradient de pression en hauteur. C'est pour ça qu'on appelle un share un cisaillement de vent géostrophique. Donc, avec cette définition-là, on a pu définir, disons, toutes les classes ou le patron du temps. Après, on fait une simulation à 5 km. Ça, c'est notre modèle à méso-échelle. On simule la réponse sous le forçage à grande échelle et avec la surface à haute résolution. On essaie de simuler, disons, l'écoulement de l'air. Après avoir cette simulation-là, on a un autre modèle à micro-échelle. Ça, c'est un modèle linéaire, disons, assez simple. Ça, c'est juste pour calculer l'accélération du vent qui franchissent disons, une petite colline. L'image à droite, ça, c'est un exemple de vent qu'on a simulé, qu'on a produit pour l'île de Montréal. Donc, ça, c'est à une résolution de 200 mètres avec le modèle méso-échelle et micro-échelle. On a pu utiliser, disons, une méthode de mosaïque, c'est-à-dire on a divisé le pays en 65 tuiles qui se superposent l'un avec l'autre. Donc, pour chaque domaine, chaque point rouge représente le centroïde de chaque petit domaine à méso-échelle. Donc, pour chaque domaine, on fait une simulation à méso-échelle et puis micro-échelle. Après, on a mergé ensemble pour construire une carte éolienne pour le Canada. Donc, ça, c'est une présentation de validation avec 192 stations.
euh, grosso modo, le résultat est qu'on a un très faible biais en comparant avec l'observation et l'écart type de ces erreurs-là sont environ 0,88 mètres par seconde et on a une corrélation de 80% au 0,8. Ça, c'est essentiellement ce qu'on a produit par la première méthode. Comme, comme je vous ai présenté, la méthode vous donnerait, disons, la vitesse moyenne ou une vitesse moyenne pour la saison pour chaque point de grille, mais on n'a pas d'information sur la série temporelle. C'est pour ça qu'on a développé la deuxième méthode qui est basée sur l'analyse de composants principaux. Ça, c'est encore, disons, la méthode qui est mélangée de statistiques avec dynamique. Mais la partie de statistique, tout à l'heure, on a utilisé, disons, des classes ou des classes prédéfinies. Parce qu'on a dit que, OK, le vent géostrophique vient de nord à telle vitesse, on fera une simulation. Et cette fois-ci, on essaye d'utiliser une analyse de composants principaux. On essaie de définir les classes. Cette méthode nous permet de créer une série temporelle, mais on a obligé de proposer deux hypothèses. La première, c'est le composant principal, c'est la série temporelle. À grande échelle, devront être le même que la série temporelle à petite échelle. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est qu'on essaie d'utiliser un modèle à méso-échelle pour simuler la forçage à grande échelle sur un petit domaine à haute résolution en réponse d'une topographie ou la surface à haute résolution. Ça, c'est l'idée principale de ces méthodes de downscaling. Donc, la première hypothèse, c'est la série temporelle soit les mêmes entre les grandes échelles et les petites échelles. Et la deuxième hypothèse est que l'expression disons, la décomposition de ces classes respecte une expression similaire entre les grandes échelles et les petites échelles. La seule différence est que chaque composant ou chaque mode, la réponse n'est pas la même. L'un qui est à basse résolution et l'autre à haute résolution. Peut-être que je vais entrer en détail plus tard. Donc, ce sont les méthodes les étapes qu'on suit pour faire une analyse. D'abord, on sépare, disons, un champ de son état de base. C'est-à-dire qu'on enlèverait les valeurs moyennes. Donc, on sépare en l'état de base avec un terme de perturbation, F'. Après, on fait une analyse sur le F' pour le décomposer en série temporelle et le pattern spatial, une distribution spatiale. Donc, après, ça revient, disons, à un problème d'Eigen. Donc, on résout ce problème et on a trouvé le OF, c'est la distribution spatiale, avec PC, c'est la série temporelle. Donc, avec les équations que j'ai présentées ici. Une fois qu'on a les deux termes, disons, on a l'état de base et la perturbation, on essaie de reconstruire, disons, la, la distribution spatiale de l'atmosphère à grande échelle pour chaque classe. Ça, c'est défini comme le WN. Et ça, c'est l'expression que j'ai mentionnée, parce que tout à l'heure, ça, c'est la décomposition à basse résolution. On a la série temporelle et ça, c'est la distribution spatiale. On fait hypothèse qu'à haute résolution, il respecte le même
expression, la même équation. Donc, le AN, la série temporelle, on a utilisé la même chose qu'on a trouvé à grande échelle. Donc, ce que nous allons faire est une simulation de Fn pour chaque composant. On fait une simulation à haute résolution. Après, on utilise cette équation-là pour reconstruire la série temporelle à haute résolution. Ça, c'est l'idée de cette méthode-là. Donc, comme on a fait sur le composant du vent, et puis on a compilé ces deux-là pour construire une série temporelle de la vitesse du vent. Ça, c'est une application que je vous montre ici. On utilise toujours les réanalyses de NCEP. Ça, c'est les analyses sont disponibles chaque 6 heures. Ça, c'est une résolution à 2.5 par 2.5, à peu près 250 km par 250 km. Comme je vous ai dit, on a fait une analyse sur cette base de données-là. Après, on fait la simulation et on a construit la série temporelle. Les panneaux à gauche montrent, disons, une série temporelle sur la station Montagne Sèche. Ça, c'est au Québec. On a pu obtenir ça, c'est pas la station météorologique, ce sont des stations, des mâts d'observation installées par des compagnies privées. Donc, on a pu obtenir quelques observations. Ça, c'est la comparaison d'une série temporelle observée en noir. Et la couleur verte, c'est la série temporelle construite par cette méthode-là. Donc, le tableau en haut, ça c'est un résumé. Disons, ça, c'est pour la température à gauche. Pour cette station-là, la température moyenne, c'est moins 4 degrés pour cette période-là. Et ça, c'est avec les différents modes, comme le OF, c'est le premier mode. Donc, ça représente souvent c'est la saison, après cycle diurne et synoptique. Donc, plus on ajoute les modes, plus que on explique la variance de chaque domaine, chaque point. Et est-ce que on a fait une expérience, disons, avec le mode 4, 7 ou 17 ou 34? En théorie, c'est plus le mode qu'on a, le plus de variance qu'on peut expliquer. Le problème est que à la fin, comme ça, c'est la méthode mathématique, on cherche les composants orthogonaux. Donc, si on ajoute trop disons, de modes à la fin, on crée plutôt des bruits que le signal utile. C'est pour ça qu'on voit que le Richter, il oscille un peu, il améliore, après, l'erreur peut accroître. Donc, il faudrait trouver le nombre de modes optimal. C'est essayer de trouver le signal utile et en enlevant les bruits inclus dans cette méthode-là. Donc, à gauche, ça c'est la vitesse du vent, la série temporelle. Ça, c'est des résumés. Donc, essentiellement, le biais sur la température, c'est, disons, proche de, si on prend 17 modes, le biais est faible, la corrélation est assez grande et la température moyenne se compare assez bien avec l'observation. C'est la même chose pour le vent, mais pour le vent, vous voyez que le vent est assez dynamique. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on inclut un peu trop de modes, ça débalance le système, c'est-à-dire on introduit plus de bruit. Ça, c'est une résumé de comparaison avec les 29 mâts. Pour chaque station, je les mets le numéro de station ici, 29, et ça, c'est le calcul moyen.
essentiellement, on a 0,73 de corrélation et la mean absolue, ça c'est l'erreur absolue, est environ de 0,73 mètres par seconde. Maintenant, j'essaie de présenter la troisième méthode rapidement. La troisième méthode, ça c'est vraiment, disons, une simulation directe avec un modèle dynamique. Ça, c'est en réponse d'un contrat fourni par demandé par le Ressources naturelles Canada, parce que l'industrie éolienne, eux, ils veulent avoir, disons, une série temporelle à haute résolution, disons, 2 km de résolution horizontale et avec un échantillonnage de chaque 10 minutes. C'est pour ça que j'ai oublié de mentionner qu'avec la méthode OF, l'échantillonnage temporel est dicté par la source de données. Par exemple, si les données de INSEP sont disponibles à chaque 6 heures, nous, on crée la série temporelle avec le partant de chaque 6 heures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raffiner. Ça, c'est la limitation. Je vais discuter après. Donc, c'est pour ça qu'avec cette demande-là, eux, ils veulent avoir une résolution à 2 km. Ça, c'est relativement, avec le statistical dynamical time scaling, on est capable de faire à 2 km. Il n'y a pas de problème. Mais pour créer la série temporelle à chaque 10 minutes, là, avec les deux méthodes précédentes, ça ne fonctionnerait plus. C'est pour ça qu'on a utilisé, disons, un modèle dynamique pour faire le temps scaling. Ça, c'est assez ressemblable que ce que vous faites pour le temps scaling de climat. Je pense que vous connaissez mieux bien ce problème. On a un problème si on veut faire une temps scaling à disons, sur une période prolongée. Parce que le temps scaling qu'on a fait, le standard, c'est on utilise un modèle à basse résolution, on fournit la condition initiale et latérale à une modèle à haute résolution. Ça, c'est ce qu'on a. Ça, c'est une pratique courante au centre de prévision. Parce que là, notre prévision, c'est limité à quelques jours. Il n'y a pas de problème. Mais si on fait ce genre de méthode pour faire un temps scaling sur un mois, 1 an ou 10 ans, ça, la méthode ne fonctionne plus parce qu'il y aura une déviation de l'échelle à grande échelle. Donc, au bout d'1 mois, le modèle à haute résolution ne se ressemble plus avec le modèle porteur. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de résoudre le problème de déviation de l'atmosphère à grande échelle. Et le deuxième défi est de contrôler la déviation de surface, parce que la surface, il évolue aussi. Et aussi, le troisième défi est la plupart des expériences qu'on a faites est basée sur 15 km de résolution, parce que ça, c'est moins coûteux. Si on fait beaucoup d'expériences avec 2 km, ça coûte très cher. Et surtout, on a un temps limité pour livrer. Ça, le travail est financé par un contrat de ressources naturelles au Canada. Donc, on a un temps limité pour livrer le résultat. Donc, essentiellement, la dernière étape, ça serait proposer, disons, une configuration optimale pour faire cet raffinement de simulation. Ça, dans les prochaines slides, j'essaie d'illustrer le problème de déviation. Donc, on a fait, on appelle un contrôle, c'est-à-dire on tourne le modèle GEM à 15 km pour 1 mois de temps. Et puis, on utilise le CMC, l'analyse régionale opérationnelle de notre centre comme la référence pour démontrer le problème. Donc, on a introduit, disons, un paramètre qui s'appelle similarité.
développé par Storch. Ce calcul-là, ça c'est la différence de modèle. Ça, c'est une variable quelconque. Ça, c'est le M, représente la valeur sortant de notre modèle de simulation. Et le D, qui représente, disons, le driving data, c'est-à-dire le fichier de pilotage. Donc, si le P, il est proche de 1, c'est-à-dire que les deux simulations sont statistiquement équivalentes. Mais là, il y a L ici, ça c'est on travaille dans un domaine spectral. Parce que nous, on cherche les signaux à grande échelle. Je vais vous montrer avec le graphique, c'est plus facile. Parce que l'idée est qu'on voudrait que le modèle à haute résolution puisse reproduire, disons, tous les phénomènes à grande échelle, assez fiables avec les analyses. On ne voit pas que les grandes échelles, ils se dévient par rapport à notre analyse, parce qu'on pense que l'analyse, on sert l'analyse comme une référence. Comme vous le voyez, au bout de 2 jours à peu près, la similarité, la P, commence à diminuer. De 1, il tombe rapidement vers 0 ou même des valeurs négatives, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pour la saison d'hiver et la saison d'été. Pour la vitesse du vent, température et humidité. Je n'ai pas montré, disons, la similarité pour les petites échelles, mais à la fin, j'ai inclus dans cette présentation-là. C'est juste pour vous dire que la similarité tombe au-dessous de 1 rapidement, même quelque part. Donc, ceci dit, notre modèle, il est capable de générer les échelles, les phénomènes à petite échelle, les structures atmosphériques. Mais la grande échelle, il va garder seulement pour 1 ou 2 jours. Ça, c'est le problème qu'on a rencontré. Ça, c'est aussi le problème qu'on voit à la surface aussi. Ça, c'est la température du point, ça, c'est dépression du point de rosée. Ça représente l'humidité. Et ça, c'est la vitesse du vent. Les lignes rouges, la zone rouge, ça, c'est le résultat moyenné sur. Ça, c'est notre résultat d'1 mois de simulation, moyenné sur une journée. Bon, pas moyenné sur une journée, pardon. Ça, c'est sur le domaine, et puis ça, c'est la série temporelle pour une journée dans le mois. Et le courbe bleu, ça, c'est notre prévision opérationnelle. Vous voyez que les deux courbes ne se collent pas. Parce que ceci dit, notre simulation, sur 1 mois, il était dévié beaucoup par rapport à notre prévision opérationnelle. La prévision opérationnelle, on a utilisé seulement les premières 24 heures de prévision. Donc, on dit que c'est assez proche de la réalité. On en sert comme une référence pour démontrer le problème. Donc, ça, c'est une illustration, disons, sur l'échelle qu'on peut présenter. En théorie, les modèles, eux, ils peuvent représenter les variances ou reproduire les variances à grande échelle, disons la lambda L, disons. Et après, lorsque on approche à haute résolution, les modèles à basse résolution n'est pas capable de produire, disons, les structures à plus petite échelle. Même s'ils ont des valeurs de variation, mais pour nous, c'est plutôt des bruits que signal utile. C'est pour ça qu'on a besoin d'un modèle à haute résolution. La courbe bleue, ça c'est vraiment, ça c'est une ligne courbe théorique, c'est pas vraiment sorti de modèle. Ça c'est juste pour montrer que
Si on veut aller à plus petite échelle, on a besoin d'un modèle à haute résolution. Mais il y a une zone où les deux modèles représentent plus ou moins bon. Ça, c'est l'intervalle. Donc, on a défini deux paramètres, c'est lambda L, grande échelle, et lambda S, plus petit que L. Lambda S, c'est la petite échelle. On a introduit une méthode qui s'appelle le spectral nudging. C'est-à-dire, oui, par rapport à la prévision à courte échéance, on utilisait une méthode de forçage spectral. C'est parce que si on utilise un grid nudging, là, c'est pas ça qu'on veut. Parce que si on applique un grid nudging, c'est-à-dire on pousse le modèle à haute résolution vers la basse résolution. C'est pas ça qu'on veut. Parce qu'on veut que le modèle à haute résolution produit, disons, les structures utiles à petite échelle. C'est pour ça qu'on force le modèle à haute résolution seulement pour les échelles plus grandes que certains nombres. Par exemple, plus grandes que le longueur de lambda L. Pour les petites échelles, on laisserait le modèle à haute résolution libre de générer tous les phénomènes. Donc, pour une variable physique, on applique le terme de nudging. Il y a deux autres paramètres. À part le paramètre de l'échelle, on a introduit deux paramètres, le bêta. Ça, c'est le profil vertical, parce que là, on peut décider si on va nudging à tous les niveaux ou seulement à certains niveaux. Je vais entrer en détail de ça. Le taux, ça, c'est le temps de relaxation. C'est-à-dire parce qu'on force le modèle à haute résolution à un instantané ou bien sur une période. Donc, on a introduit ces trois paramètres. Donc, comme j'ai dit, l'analyse est faite dans le modèle spectral. Donc, on a besoin de faire, disons, une transformation. Et ça, typiquement, on utilise une transformation en Fourier, mais ici, on a utilisé une méthode DCT, c'est Discrete Cosine Transform. Ça, c'est, d'après l'auteur, ça, c'est mieux que la méthode classique de transfert Fourier, surtout pour un modèle à l'air limité. Donc, on a adopté cette méthode-là pour faire le transfert. J'ai simplement donné un résumé parce qu'on a fait beaucoup de travail pour déterminer la paramètre S, c'est-à-dire l'échelle. Ça, c'est une illustration des variances sorties. Disons, la courbe bleue, ça c'est l'analyse. Et la courbe rouge, c'est notre GEMLAM à 15 km. Et la courbe verte, ça c'est notre contrôle GEMLAM à 2 km. Vous voyez que le 2 km produit une variance à plus petite échelle, tandis que les analyses et le modèle à 15 km, ces deux-là, ils sont à la même résolution. Donc, ils se séparent avec la courbe de 2 km à environ 300 ou 400 km. C'est pour ça qu'on a défini, disons, la lambda S est environ 100 km et lambda L est 300 km. C'est aussi par l'intuition, parce que, par exemple, pour un modèle numérique, souvent on dit que le modèle, la résolution effective est 7 ou 8 fois le point de grille du modèle. Donc, si notre modèle est à 15 km, disons que ça c'est équivalent, si c'est 7 fois, ça c'est à peu près 100 km. Donc, les valeurs qu'on a trouvées ici sont assez consistantes de notre intuition. Et le deuxième paramètre, c'est le profil vertical. On a utilisé cette formule pour tester essentiellement avec les trois
profil typique. Selon nos expériences de profil N3, c'est la profil. Si on applique, disons, un forçage à tous les niveaux, ça fonctionnerait, la valeur est plus optimale. L'explication physique est que si on se fie sur notre analyse, ce serait mieux qu'on on force le modèle à grande échelle, le plus proche de notre analyse possible. Ça, c'est l'explication physique. Pourquoi on a utilisé un profil uniforme dans le vertical. Et pour la relaxation temporelle, on a testé une fonction. Ça, c'est le TR, ça, c'est l'échelle de relaxation. Ça, c'est sur combien de temps on va forcer le modèle. Bah, ça, c'est les différentes distributions. On a adopté le titre, la courbe grise. L'explication physique est que on essaie de forcer le modèle à haute résolution avec la valeur de l'analyse à temps précis. Là, ça, c'est la plus précis. Mais avec le temps, l'influence est baissée. C'est pour ça qu'on a diminué la fonction de poids. Avec ces trois paramètres, on a pu recréer, disons, des simulations. Ça, c'est une simulation de test sur un mois. Vous voyez qu'à 15 km, la similarité, ça c'est la courbe que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez que la similarité, il tombe significativement au bout de 2 jours. Et maintenant, surtout avec la ligne rouge, vous voyez que ça c'est presque, il restait presque à 1 tout le temps. C'est-à-dire qu'on a réussi à contrôler la déviation à grande échelle. Les courbes gris et vertes, ça c'est les différents paramètres. Je n'ai pas entré en détail, mais on a fait ce genre d'expérience-là. C'est pour ça qu'on a choisi, disons, la configuration comme N3, T2 et S1 que j'ai résumé tantôt. Ça, c'est le numéro T ici. Pour la courbe en bas, ben, faites attention parce que le graphique n'est pas préparé en même temps. Donc, la couleur ne correspond pas exactement entre la figure en haut à droite et les figures en bas à gauche. Donc, cette fois-ci, on devrait regarder la courbe gris. Donc, ça, c'est pour l'hiver. On a aussi réussi à maintenir, disons, on a réussi à contrôler la déviation à grande échelle. Par contre, pour les petites échelles, vous voyez que ça tombe rapidement. Ça, c'est normal. C'est ça qu'on veut parce qu'on veut que le modèle puisse être libre de produire les structures par rapport au forçage. Donc, dans les 2 saisons, on voit qu'il y a une grande différence entre les analyses et les simulations de notre modèle. C'est ça qu'on cherche. Pour le score de surface, c'est la même chose. La courbe en couleur provient de notre expérience. La courbe bleue, c'est la prévision opérationnelle. C'est ça qu'on utilise comme la référence, comme on n'a pas d'analyse de surface à l'époque. On voit que ça s'approche un peu, mais c'est encore loin de notre prévision opérationnelle. C'est parce que jusqu'à maintenant, on a appliqué, disons, un forçage spectronaging seulement pour la partie atmosphérique. On n'a rien touché à la surface. C'est pour ça qu'on a introduit, ça c'est le deuxième défi, on essaie de contrôler la déviation de surface. On a utilisé un grid nudging.
Mais là, le grid nudging, on a besoin de produire le champ à haute résolution. Il y a deux besoins. Le premier, c'est notre analyse, c'est à chaque 6 heures et aussi à très basse résolution spatiale. Je dois accélérer. Euh, donc, ça, c'est à peu près la même approche. On a la valeur de modèle et on a appliqué, disons, un terme d'ajustement. On essaie de pousser la surface de notre simulation vers une analyse que nous allons produire. Pour reproduire une analyse à haute résolution spatialement et temporairement, on a utilisé un système de offline, SPS. Ça, c'est un modèle de surface développé à Environnement Canada à l'époque. Ça, c'était basé sur la méthode ISBA. Donc, ça, c'est pas un modèle avancé comme ce qu'on est en train de développer à ECCC. Je ne vais pas entrer en détail. Le problème, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un modèle de surface offline forcé par notre prévision régionale au niveau pronostic, Parce que là, pour produire, disons, une analyse à 15 km, après, on utilise notre modèle de surface, on va tourner le modèle de surface à 2 km, forcé par le SPS à 15 km. Avant de tourner le 2 km, on a introduit deux mécanismes. Le premier mécanisme, on applique une relaxation de notre surface vers la grande échelle. L'idée est qu'on a quand même besoin de respecter l'analyse à grande échelle, parce que ça, c'est notre référence. Et aussi, on a appliqué, disons, une méthode de OI, c'est interpolation optimale. On essaie d'introduire des observations pour mieux contrôler la déviation de notre système de SPS. Peut-être que je devrais avancer rapidement. L'idée est à peu près la même que le spectre, que le nudging spectral pour atmosphérique. On a fait la décomposition des champs. On essaie de juste forcer les champs à grande échelle vers les analyses. Et on laisserait le modèle évoluer à petite échelle. Ça, c'est OK. Ça, c'est la relaxation qu'on a fait en rouge. Et le bleu, ça, c'est, il n'y a pas de relaxation. On voit que ça, c'est contre les observations. On voit que le pied, il essaie de proche de zéro. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Peut-être. OK. Ça, c'est l'interpolation optimale qu'on a appliquée pour le modèle à 2 km de résolution. On essaie de reproduire une analyse de surface à haute résolution. Je dois avancer rapidement. Les tests sont faits. Pour le test à 2 km, on a fait seulement pour une courte période. Pour une longue période, on a fait le test pour 15 km. On voyait que la courbe rouge représente le biais et négatif de erreur de température et point de rosée. On a vu une amélioration à 15 km. Ça, c'est pour, je pense que c'est 2 saisons. Voilà, ça, c'est en hiver et ça, c'est en été. Si on met toutes les forçages ensemble, c'est-à-dire tous les nudging atmosphériques avec la surface, on a obtenu, disons, la courbe verte. C'est ça qu'on juge que ça, c'est la configuration optimale. Comme vous pouvez voir que pour la
pour le point de rosé, on a encore du mal de battre le modèle de prévision opérationnel. Ça, il y a un peu de détails dans notre système de prévision. Parce que dans notre système de prévision, ils ont introduit un module il s'appelle ça pseudo-analysis. Ce qu'ils ont fait, ils essaient d'utiliser la température mesurée à 1,5 mètres et le vent à 10 mètres. Il essaie d'utiliser ces deux champs-là pour forcer, pour ajuster l'humidité du sol. C'est pas ça qu'on veut. Parce que là, la méthode, il peut maintenir une prévision atmosphérique relativement correcte près de surface, mais auprès ça, c'est vraiment détriment de simulation de surface. C'est pour ça que notre système de surface ne peut pas utiliser pour forcer le modèle hydrologique. Parce que il essaie d'utiliser la température à 1,5 mètres et le vent pour faire changer l'humidité au sol. C'est pour ça que c'est difficile à battre. Et ce qu'on essaie de renverser ça, c'est on essaie de... c'est pour ça que je ne sais pas si j'ai un... Pardon? Oui, j'essaie de sauter. OK, je m'excuse. Essentiellement, ça, c'est la série temporelle. Ben, comme je vous ai dit, on a trouvé la configuration optimale. Après, on a tourné le modèle à haute résolution. Ça, c'est la série temporelle qu'on a obtenue. On a eu 4 stations, je crois, 3 ou 4 stations au Québec. Ça, c'est la station d'observation de mât. Ça, c'est 80 mètres, je dirais. Je ne rappelle plus. Je ne rappelle plus la hauteur de l'observation, mais on peut trouver dans l'article que je vais vous passer. Donc, essentiellement, vous voyez que la courbe rouge, ça, c'est observation. Et les courbes bleues, vert et noires, ce sont nos simulations. Disons, le bleu, c'est 15 km. Et le vert et noir, c'est la simulation à 2 km. Donc, on voit qu'essentiellement, on a un biais proche de, disons, 0,5. C'est 0,7, ça c'est le modèle à 15 km. Et l'écart type de ces erreurs-là, c'est environ de 2 mètres par seconde pour 15 km et 1,7 mètres par seconde pour le 2 km de simulation. Et la corrélation est au-dessus de 0,8%. Ça, c'est la deuxième station et la troisième station. Je pense que ça, c'est la série temporelle de température pour la troisième station. Je passe rapidement sur un résumé. Donc, j'ai présenté les 3 méthodes. Moi, je présente disons, la précision. C'est pas, ça sert seulement comme une valeur indicative parce que le travail ne sont pas faits au même moment et puis les calculs, les scores ne sont pas toujours les mêmes et les périodes ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est juste pour vous donner une idée. Essentiellement, les erreurs sont proches de, disons, 0,8 à 1 mètre par seconde, de 0,8 à 1 mètre par seconde, et la corrélation est autour de 0,7 à 0,8. Ça, c'est dit, les 3 méthodes donneraient, disons, une précision plus ou moins comparable. Mais l'avantage est que la première méthode, c'est facile à conçu, à implémenter. Et il demanderait beaucoup moins d'efforts de calcul. Pour la deuxième méthode, l'effort de calcul n'est pas assez élevé avec notre expérience. Par contre, si on veut augmenter la résolution spatiale et temporelle de notre analyse, là, le calcul, l'analyse de composants principaux
là, ça pourrait être très coûteux. Donc, j'ai oublié de mentionner que notre analyse principale, c'est comme on a besoin de structures à 3 dimensions, à plusieurs variables. Donc, on a utilisé une méthode, ils appellent ça OOF combiné. Parce que traditionnellement, lorsqu'on applique, disons, une analyse de composant principal, on applique sur une variable. Dans notre cas, on a besoin de savoir la hauteur géopotentielle, la température, l'humidité, tout ça. Donc, ce serait une grosse matrice de covariance à résoudre. C'est ça qu'il est coûteux dans ce sens-là. Par contre, la simulation est relativement facile à faire. Pour la troisième méthode, c'est le downscaling dynamique. Ça, c'est ce qu'on fait peut-être ici aussi. La difficulté est que, comme j'ai mentionné, le contrôle de déviation. On a présenté la méthode de base, comment on approche, mais les valeurs, peut-être ça dépendrait de la résolution de votre modèle et les bases de données et notre but. Donc, ça pourrait être très complexe pour la configuration, même si on a fait un test assez exhaustif, mais ce n'est pas complet, parce que nous avons un temps limité pour définir notre série temporelle. Donc, ça, il y a beaucoup de tests à faire. Et la deuxième chose est que le coût de calcul, c'est très élevé. Donc, ça, c'est juste quelques pensées pour la recherche future. Donc, essentiellement, peut-être c'est seulement le troisième point que je voudrais mentionner, parce qu'avec le développement de l'IA, l'intelligence artificielle, peut-être ça pourrait être une bonne approche pour faire le downscaling, peut-être combiner l'AI avec le modèle dynamique. C'est pour ça que j'essaie de présenter les deux premières méthodes, même si que c'est pas, ils ne sont pas capables de créer des séries temporelles à haute résolution, mais je pense que comme l'idée, ça pourrait être utile, disons, si on veut appliquer l'AI. Bien entendu, j'ai vu des résultats de AI, ils font un downscaling assez surprenant, et puis ça dépasse ce que je pensais. Disons, je pense que j'ai terminé. Merci, oui. Donc, on va prendre peut-être 10 minutes de questions. On va commencer dans la salle, puis ensuite, on va aller par écrit. Oui. Normalement, on parle de parler d'objets pour, dans le fond, dans l'espoir, si on enlève les petites échelles, que les grandes échelles vont être corrigées. Je pense donc, il y a une rétroaction entre les petites échelles et les grandes échelles. Est-ce que dans le modèle, vous savez si c'est juste que les petites échelles sont mal modélisées, puis une fois que la rétroaction vient polluer, ou c'est vraiment la rétroaction en tant que telle, la modélisation? Tu parles de c'est la fédération de petite échelle vers la grande échelle. Ouais. Ça, c'est, comment dire ça, ça, c'est le pilotage dans une seule direction. Mais dans la zone de blending, on a quand même gardé la technique c'est-à-dire on fait varier le fichier de pilotage de première colonne ou première ligne. On fait varier graduellement vers le modèle. On a une zone de blending. C'est pour éviter la réflexion. On a quand même gardé la zone de blending. Et la cascade d'énergie est essentiellement d'une direction. Une autre question dans la salle? Oui, Philippe. Question. Donc, le résultat des scores statistiques est beaucoup basé sur des observations sur mode, donc à 80 mètres, 100 mètres de hauteur. La première méthode, je dirais, c'est 40 mètres, parce qu'à l'époque, au début de 2000, les masses ne sont pas élevées, c'est seulement avec l'augmentation de hauteur de turbine, il commence à monter la hauteur de masse. Donc, la dernière, c'est à 80 mètres.
Donc, un peu les choix méthodologiques qui ont été faits sont un peu basés, en fait, pour optimiser la validation vers ces auteurs-là. Oui. Donc, je me posais la question si vous avez des résultats pour des vents plus de surface, la hauteur des arbres, par exemple, s'il y avait des scores pour ces auteurs-là que vous avez mesurés. On utilise toutes sortes de données disponibles. Donc, honnêtement, on n'a pas regardé l'environnement de chaque station. On a utilisé les stations synoptiques de Environnement Canada, la station de météo. Ce qu'on a fait un ajustement de la hauteur pour faire un contrôle de qualité. Ça, c'est surtout sur les rocheuses dans l'ouest. Parce que notre modèle, la hauteur de terrain dans notre modèle est très différente de la hauteur réelle. C'est pour ça qu'on a gardé seulement les stations qui a la hauteur a une différence de 100 mètres, en bas de 100 mètres. On a gardé. Disons, si on voit que le modèle est très la hauteur du modèle est très différente de le modèle que la réalité. On rejette l'observation. C'est ça. Oui, vas-y, j'ai posé aussi, je vais voir s'il y a des questions dans le chat. Dans les séries temporelles, est-ce que quand vous mobilisez par bloc de temps, je pense que c'est 10 minutes, est-ce que vous avez une distribution statistique dans ces 10 minutes-là ou si vous avez une limite? Je n'ai pas bien saisi. La série temporelle, la dernière série temporelle. Donc, la question, c'est dans la série temporelle, on est en bloc tu as de l'information à toutes les 10 minutes. Est-ce qu'on a une distribution statistique sous 10 minutes? C'est ce que tu veux dire? Donc, Bon, par exemple, les rafales. Oui. Je pense qu'on a regardé ça. Ça, c'est vraiment une bonne question. Ça, c'est la. Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'on a gardé ou dans notre base de données? Ça, je ne peux pas te dire. J'ai regardé ça. C'est-à-dire, dans notre modèle, il y a un paramètre comme le vent de rafale. Vous l'avez sorti, mais vous n'êtes pas sûr de l'avoir regardé, c'est ça? Il y a plusieurs niveaux de données. C'est ça que j'ai parlé récemment avec Jamel. Il m'a dit qu'il a retrouvé les données qu'on a produites, mais je ne sais pas ça c'est à quel niveau parce qu'il y a données brutes qui est composée de quelques centaines de terabytes et on a utilisé un set de données réduit. C'est là où on a fourni à Ressources naturelles Canada. Parce qu'on a gardé les 3D, les modèles à 3D. En gros, c'est qu'il y a de l'information qui est produite sous maille dans le modèle, qui calcule les rafales, entre autres. Et puis donc, mais déjà de produire de l'information au moment où ça allait être produit, aux 10 minutes, c'était beaucoup. Est-ce qu'il y a pas de questions dans le chat? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, vas-y, Gabriel. En fait, ce que j'ai vu, c'est principalement sur l'information. Est-ce que ça peut être aussi utile pour ceux qui voudraient développer des éoliennes en mer ou ça serait un autre produit complètement? Bon, ouais. Ben, je pense que la méthode devrait être utilisable, c'est seulement. Parce que nous, ça, ce n'est pas un projet de recherche pur, ça, c'est parce qu'on a reçu des fonds. On nous a demandé de produire la série temporelle. Et puis, c'est pour ça qu'on a fait le design de l'expérience. Mais en principe, la même méthodologie, effectivement, pourrait être appliquée sur les océans. Un des problèmes qu'on a sur les océans, c'est dans la validation, c'est les données, en gros. C'est très, très satellitaire et tout ça. Mais pour application éolienne, c'est seulement le offshore. Ouais. Le premier 30-50 km. Ça, c'est juste un petit de 30 km. Est-ce que justement, au-dessus des océans, la validation, c'est un peu plus facile avec le scatterometry pour comparer En partie, je dirais, avec tout ce qu'on peut avoir avec Radarsat et tout ça. Mais le problème, c'est qu'on sait, quand on crée les analyses, parce qu'ici, c'est d'essayer de reproduire la réalité, là. On est dans le passé. Le problème, c'est que nos analyses atmosphériques
ont peu d'informations sur les océans. Donc, et puis, la variable qui a le plus d'impact, mettons, dans un système d'assimilation atmosphérique, c'est la pression, la valeur de pression. Fait que quand même, on rentre du scattéromètre dans le système. C'est une valeur qui ne vit pas longtemps. En tout cas, je n'irai pas dans le détail. Mais en gros, il y a une grosse partie de l'erreur des prévisions météorologiques qui vient du fait que on a créé des conditions initiales au-dessus des océans dans un endroit où il y a peu d'observations terrestres. Je m'arrête là. Vous utilisez les données pour faire de validation ou pour faire de assimilation dans nos systèmes? Pour la validation. Ouais, je pense qu'il y avait un étudiant de maîtrise à faire ce genre de travail-là. Je peux vous passer un article. Mais tu as raison là-dessus. Pour la validation, oui. À l'offshore, tout à fait. Oui. Donc, si ça va, on va arrêter là. Merci, oui. Merci. Et, de t'être ramené dans le passé, parce que je t'ai demandé quelque chose qui a été réalisé dans le passé. C'est pas toujours facile de présenter des choses du passé, mais merci.